Café, cani, bistrot, troquet, zinc, bougna, bar, boui-boui, estaminet. Stop! J'arrête là. Faire l'inventaire des blazes, désolé, j'étais resté sur ma lancée. L'inventaire donc des noms donnés aux établissements qui servent le petit noir, le demi ou le ballon de rouge, c'est pour les trentenaires et plus reprendre un coup de cette insoutenable nostalgie d'une époque pas si lointaine où Paris grouillait à chaque coin de rue de ces micro-lieux de sociabilité qui font la communauté humaine. Entrer dans un café, c'était en effet vivre toutes sortes d'expériences. Tant l'épreuve de sa solitude, quand on venait s'y réfugier en quête d'humanité, même si la profondeur de ce voisinage était spéculative, mais au moins on saisissait à la dérobée des bouts de conversation, des regards amènes, toutes ces situations en vérité qui faisaient de l'instant présent une page de sérénité dans notre existence, quand dehors les adversités nous attendaient. Occasionnellement, l'épreuve des petits bonheurs, quand ils se cachaient sur le visage d'un inconnu, d'une inconnue, on était prêts, les jours hardis, à relever le défi de s'asseoir à sa table et d'entreprendre de lui faire la conversation. Tantôt jouir du bonheur de l'amitié autour d'un verre, puis deux, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les compter, autrement dit, jusqu'à ce qu'on n'ait plus soif. Le bonheur enfin, égoïste, de se fixer dans un coin du bar, pas trop loin des conversations animées, sortir un livre de son sac et plonger dans cette histoire commencée chez soi ou dans un transport public, lever parfois la tête pour s'enivrer de l'atmosphère sonore du lieu, en sourire intérieurement, comme si cette tranquillité vécue venait de notre appartenance à un groupe de personnes qu'on ne connaît pas, mais au sein duquel on goûte ce sentiment jouissif d'un bien-être insoupçonné. Ce long préambule ne doit pas être entendu comme nostalgique, ce sentiment qui se tapit au fond de nous parce qu'on est malheureux du temps qui passe et qui nous a fait vieillir, ce temps pas toujours bien arrangé avec un présent qui ne nous égaye plus à mesure que le dit temps se prépare à nous trépasser. Plus sérieusement, s'il faut regretter la lente agonie des bistrots, c'est parce qu'ils constituaient un précieux terrain de partage communautaire. Où allons-nous désormais imaginer ce que jadis nous avons vécu? À l'heure de la campagne électorale, pour élire le prochain maire ou la prochaine maire, cette perspective est pourtant plus préoccupante qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas que le vieux monde des bars qui se meurt sous nos yeux a fait naître chez moi des humeurs de mélancolie. C'est singulièrement qu'en lieu et place du rad classique, du nouveau monde des réseaux sociaux et ses répercussions sur nos relations aux autres, est en train de surgir des artifices de bistrot. Prêt à manger, exquis, Starbucks, Columbus Café et j'en oublie, toutes ces enseignes sont devenues les antres favoris du Paris d'aujourd'hui. On vient ici s'isoler, les yeux fixés sur un écran d'ordinateur ou de smartphone, seul dans la communauté du même. Le café est servi sur un plateau, un petit noir du reste moins consommé que ce que le marketing de ces chaînes industrielles appelle les boissons gourmandes. Contrairement au sucre dans le lait chaud de la blague de Coluche, rappelez-vous son théorème, plus on cherche, moins on le trouve. Le bonheur vendu par ces marchands du temple a pour ingrédient principal le sucre. Pas besoin de le chercher ici, ce condiment universel forme le vice et la vertu de ces crèmeries liquoreuses. C'est peut-être là le comble de leur raffinement. Que vous soyez à Paris, à Londres ou à Berlin, ces coffees sucres servent les mêmes mixtures où dominent le cacao, le lait, la crème de lait, auxquels s'ajoute une pointe d'arôme artificiel. La liste de ces additifs est longue. Vanille, caramel, spéculoos, cannelle, noisette, coco, oreo, chocolat blanc, etc., etc. Ah, j'oubliais. Sur la liste de ces paradis pour dentistes, il y a aussi ces autres breuvages glucidiques. Les smoothies, les bubble tea, les thés glacés, frappés, etc., etc. Si l'on est dans ces moments un peu perdus dans sa vie, dans ses questionnements intérieurs, qu'on s'interroge sur nos décisions ou nos choix présents et futurs, en quête pour cela d'un lieu complice et convivial qui pourrait agir en soi, un peu comme s'il déclencherait en nous cette étincelle espérée, l'atmosphère des estaminets était souvent productrice de ces inspirations soudaines. Eh bien, les coffee shops n'introduisent rien de cela.
Il n'y a pas d'équivalence dans leur expérimentation. Ces lieux se dérobent de la communauté humaine et de ses affects. On ne refait pas le monde à l'abri des autres, mais avec les autres. Leur credo nous confirme dans notre identité de consommateur ou de consommatrice, en aucun cas dans notre identité d'individu qui n'est pas réductible à son pouvoir d'achat. C'est en résidant depuis quelques mois dans le secteur de la bibliothèque François Mitterrand, dans le 13e arrondissement, que cette intuition, la coffee-shopisation du nouvel urbanisme parisien, s'est lentement construite en moi. La logique de ce nouveau quartier, appelé administrativement Paris-Rive-Gauche, PRG, se prouve dans les éléments urbains qui le constituent. La longue avenue de France, sur laquelle on débouche sitôt sorti du métro ou du RER, abrite une enfilade de coffee shops, d'où domine cette vérité que l'individuel est juste. Cela ne signifie évidemment pas qu'ils ne sont pas consommés par des groupes, mais leur configuration architecturale intérieure, leur design, leur décoration, tout y est indistinct. Tout fait toc. L'histoire qui s'écrit ici n'a pas de mémoire, car ce Paris rive gauche a des airs de grand nulle part. Il a en effet cette faculté fascinante de révéler l'état d'esprit de notre monde néolibéral. Ce paysage de coffee shop, soulignons au passage que le complexe de cinéma MK2 et la Bibliothèque nationale François Mitterrand ne forment ici que des indices de décor. Ce paysage donc témoigne des choix urbains faits par les villes-mondes, ce titre que Paris envie à Londres. La mission de cette avenue, remplir les ventres, vider les têtes, de sorte qu'on en sort sans pensée, sans idée, mais les poches assurément vides. Les faiseurs de ville, architectes, urbanistes, paysagistes et autres istes devraient avoir la modestie de reconnaître qu'ils ont perdu la main. Avec PRG, le destin collectif propre à l'imaginaire des villes a décliné à la vitesse d'un TGV. Le lobby spéculo-marchand, ces conquérants de la rente foncière, les ont repoussés dans l'ombre de leur futilité. Paris rive gauche est un corps couché sans chair, sans souffle ni altérité, et dont l'unique ingrédient est la valeur de notre pouvoir de consommation. Paris rive gauche a tant de difficultés à faire vrai que nombre de ses commerces ferment le week-end. Un comble dans la capitale. Faites cette expérience intéressante. En partant à pied, pas d'inquiétude, le trajet est assez court. En partant à pied donc depuis la gare d'Austerlitz, longez l'avenue Mendès-France. Et cet urbanisme du vide vous apparaîtra clair comme le jour. Les boulangeries qui jalonnent le parcours, propriété de marques qui ont moins l'amour du pain que celui de vos sous, sont fermées. Les croissants des grasses matinées, nada walou. Les coffee shops croisés sur notre chemin s'arrêtent eux aussi de servir à boire et à manger. Arrivés sur l'avenue de France, plusieurs établissements similaires ont porte close. Pourquoi serait-il ouvert quand le lieu mis à nu est une mystification de ville? C'est finalement l'inconvénient de ce quartier, prétendu reconnu comme le symbole du Paris néo-moderne. Il se veut une belle chose, il veut tutoyer une civilisation urbaine faite d'universalité, de multiculturalité et de cohésion sociale. Mais il trébuche sur les valeurs qui l'ont édifié. PRG porte en lui les renoncements qui sont aux principes de la ville démocratique. Tout y est inéquitable, car ce qu'il a porté n'est pas politique, mais financier. Pour se consoler un peu des maux de cette forme de ville, il faut finalement emprunter la rue Tolbiac. On pénètre alors dans le Paris de l'autre 13e arrondissement, un peu plus populaire, un peu plus charnel, un peu plus doux avec les hommes et les femmes. Oh, ce Paris n'est certes pas lui non plus une fête, mais il nous fait passer de moins mauvaises nuits quand on regarde Paris dans les yeux. C'est peut-être la leçon de nos déambulations dans le Paris rive gauche. On y prend conscience que si le Paris populaire appartient toujours plus au néant, cette coffee-shopisation de l'urbanisme parisien nous confirme ce en quoi Paris est en proie. La fin d'une certaine idée de la ville publique. Le chemin que lui ont fait prendre ses élus ces dernières décennies est d'évidence sans issue, et qu'à juste titre, se fortifie en nous cette certitude que Paris n'est plus une fête. Attristant, non,